Y a pas de raison que ça se passe mal. Y a pas de raison que ça se passe mal. Un matin d'hiver, t'es arrivé tout en colère, en train d'insulter le coiffeur qui t'avait loupé. C'est un peu raté pour aller pécho cet été, mais calme-toi donc un peu, tu as toujours de beaux yeux bleus. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. T'en fais pas pour ça, ça repoussera. Laisse-moi jouer un petit peu avec tes cheveux. Si je vous parle de Verdun, ça vous fera logiquement penser à la célèbre fabrique de confiserie dragée de la famille Braquet depuis 1783. Comment faire des dragées? Alors tout d'abord, il faut savoir que dès le Moyen-Âge, on connaissait cette pratique qui consistait à couvrir des amandes de miel et de sucre, très prisées à l'époque par toute la population, car ces confiseries avaient la réputation d'être très salubres. Malgré les siècles d'évolution technologique et industrielle, la technique reste la même. On commence premièrement par une sélection très minutieuse des amandes. Toutes viennent d'Avola, une ville en Sicile dont les amandes sont soi-disant parfaites pour leur forme. Arrive ensuite le gommage, où on va polir des amandes en les plaçant dans une écuve chauffée à 70 degrés, puis mélangées dans des cuves tournantes avec de l'huile et du sucre. La cuve est régulièrement contrôlée par le dragiste, si ça c'est pas un métier un peu stylé. Après ça, il existe plusieurs techniques différentes selon le type de dragée souhaité. Avec par exemple les perlés ou les granulés. Ici, on trempe, après le gommage, les amandes dans des mélanges fruités et sucrés dans une cuve dite plate. Les plus connus sont sans doute les dragées braquets argent, traditionnellement utilisés pour fêter les noces, et pour les plus aisés, les dragées braquets or 22 carats. Nous avons ensuite les célèbres nougatines. Le principe est le suivant, on mélange de l'huile avec de la farine, des œufs, du sucre et des amandes grillées. On obtiendra ensuite une pâte d'amande qui sera versée dans des moules en forme de dragée. Ce ne sont pas des amandes enrobées, mais un mélange, donc la pâte d'amande qui va adopter la forme de dragée. Mais mes petites préférées restent quand même les obus explosifs. Alors je vous jure que vous n'êtes pas prêts pour celle-là. Il s'agit d'une grosse pièce en chocolat en forme d'obus. La pièce est dotée d'une mèche qu'on allume et l'obus explose. Mais genre c'est pas une petite explosion mignonne, genre vraiment c'est... Ouais. Ah, en vrai, pourquoi pas, comme tradition, ça peut être rigolo. Mais ce qui est incroyable, c'est que la fabrication de cette confiserie a commencé des décennies avant la Première Guerre mondiale. C'est des Simpsons, les mecs. Je disais, c'est à essayer aussi, enfin c'est à visiter, ils appellent ça la petite Florence. Après la Meuse est vachement marquée pour tout ce qui est histoire au niveau de la guerre, etc. Ouais, comme l'Alsace un peu. Ici vous avez la voie sacrée, je pense que vous en avez entendu parler. Ok. Non, Avant d'arriver à Verdun, j'ai passé quelques jours à Bar-le-Duc. C'est ici que les soldats arrivaient pour passer leur dernière nuit avant de rejoindre le front le lendemain, durant la guerre de 14-18. Bar-le-Duc n'a reçu que 600 bombes faisant à peu près 80 morts, mais elle reste une ville très importante pour le soutien de la bataille. Elle accueillera l'intégralité des habitants de Verdun qui auront fui leur ville. Les soldats empruntaient, le jour venu, la départementale numéro 1916, appelée également la Voie Sacrée. Ils arrivèrent dans une ville qui a été intégralement désertée. Il s'agit de la ville de Verdun. Mais je ne vais pas vous parler de cette ville précisément, car cette ville n'était pas située au cœur du front. Il était effectivement situé sur un ensemble de villages à quelques kilomètres au nord, à une vingtaine de kilomètres de la frontière allemande. Le plus célèbre de ces villages est Douaumont, peuplé d'environ 300 habitants en 1910. Aujourd'hui, Douaumont,
c'est ça. Un célèbre ossuaire y a été construit en 1920 et inauguré en 1932. Elle y abrite les os de près de 132 000 soldats qui ont été retrouvés pendant la construction du bâtiment pour un total de 700 000 victimes. L'air de cette forêt est très sombre et pesante et se mélange à ce mal-être lié au fait que des milliers de soldats, du moins ce qu'il en reste, n'ont pas encore été déterrés et sommeillent encore sous nos pieds. Mais la forêt de Douaumont a quelque chose de particulier. Lorsqu'on se situe dans les chemins pédestres, donc aménagés, rien de plus normal. Cela ressemble à une forêt comme une autre. Mais dès qu'on rentre dans les bois, on se retrouve sur des terrains complètement aspères et creusés. Et ça sur des hectares et des hectares. À la fin de la bataille de Verdun, un total de 9 communes ont été totalement détruites. Vaux est le seul village partiellement reconstruit. Aujourd'hui, 74 habitants vivent à Vaux, devant Douaumont, qui abrite seulement 8 habitants. J'ai pu m'arrêter dans le village de Fleury, qui, comme d'autres, porte le statut de village détruit. Voilà ce qu'il reste du village. Seule une chapelle commémorative, Notre-Dame de l'Europe, construite plus tard, surplombe un espace boisé où vivaient près de 400 habitants. Si vous vous promenez dans les bois des alentours, vous tomberez sûrement sur des ouvrages qui, même si l'entrée est interdite, ont gardé un certain côté sauvage et abandonné. Aujourd'hui, il est encore déconseillé de trop s'aventurer dans ces bois, classés zone rouge, car des bombes et des cadavres sont toujours enterrés sous ces terres. Devant la nécropole se sont serrés la main le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl le 22 septembre 1984 afin de célébrer l'amitié franco-allemande et commémorer les victimes des deux guerres. Il s'agit d'un des, si ce n'est le plus, symbolique des gestes d'amitié des deux puissances. Je suis très content de vous avoir présenté cette forêt qui auparavant constituait un ensemble de villages avant d'être la scène d'une des batailles les plus meurtrières de la Grande Guerre. Même si cet événement tragique n'a qu'un siècle, ce terrain suffit à lui seul à démontrer la violence qui peut être réalisée en seulement 300 jours de bombardement. Je vous invite vraiment à faire une balade dans les hauteurs de Verdun.